Dominique Bourg axe ses domaines de recherche autour de la philosophie politique, environnementale, démocratie écologique, risques et dommages transcendantaux, pensée écologique. Professeur ordinaire, je ne sais pas si il faudra expliquer ce que c'est un professeur ordinaire, c'est un professeur, à l'Université de Lausanne, depuis le 1er septembre 2006. Il a été directeur de l'Institut de politique territoriale et d'environnement humain de l'Université de Lausanne de 2006 à 2009. Puis, septembre 2012, il donne également un cours sur les questions environnementales actuelles à l'EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il enseigne aussi à l'Institut d'études politiques de Paris. Il fait partie du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. Dominique Bourg a fait partie de la commission Coppens qui a préparé pendant 4 ans la charte de l'environnement, incluse en 2005 dans le préambule de la Constitution française. Il a été membre du Centre d'études et de recherche interdisciplinaire en théologie de Strasbourg. Il est membre du comité de rédaction de la revue L'Esprit, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite. Il a reçu le prix du promeneur solitaire en 2003 et le prix Violet de l'environnement. Il dirige actuellement une collection, Écologie en question et la pensée écologique. Ses dernières publications sont notamment Perspectives on Industrial Ecology, Dictionnaire de la pensée écologique, Pour une société permacirculaire, ou encore Inventer la démocratie au XXIe siècle, une assemblée citoyenne du futur. Enfin, notons le tout dernier, Une nouvelle terre, publié chez Desclés de Brouwer en 2018. Merci d'accueillir très chaleureusement Dominique Bourg. Merci Xavier. Bonjour. Alors, je me propose peut-être dans un premier temps de vous matraquer de chiffres. Comme ça, si en sortant, vous rencontrez un gilet jaune, vous pouvez lui dire que même les élites sont matraquées et dans l'œuf à l'ESSEC. Et ensuite, j'ouvrirai quelque chose de plus philosophique sur le devenir possible de la civilisation qui est la nôtre. Alors, si l'on veut imaginer le futur, il est très difficile de le faire sans bien connaître et le présent et le passé. D'autant qu'en fait, ce sont nos activités économiques passées et présentes qui ont déjà, pour une grande part, déterminé, au moins sur le plan physique, notre avenir, et pour une période très longue. Ensuite, l'interface avenir physique, avenir biologique, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on ne peut pas simplement le modéliser. On va partir de ces courbes que vous connaissez sans doute, qui retracent pour les deux premières à la fois le doublement de la population mondiale entre 50 et 2000. Nous sommes maintenant, grosso modo, 8 milliards. La suivante, dans la même période, 50-2000, le découplement du PIB. Et puis ensuite, vous pouvez choisir. Vous avez à la fois toutes les activités qui, comme vous le voyez, explosent à partir des années 50 et en correspondant, l'effet sur les écosystèmes des flux de matière et des flux d'énergie sous-jacents à nos activités économiques. Alors, vous pouvez être transhumaniste et penser que les courbes montent jusqu'au ciel et vont vous transformer en Dieu, mais lorsqu'on connaît les écosystèmes, on a une vision très différente. En fait, lorsque les courbes commencent à monter au ciel, cela annonce une redescente, souvent brutale, et le basculement d'un état à un autre du système caractérisé par ces courbes. C'est un vieux schéma qui date du début des années 70, produit à l'époque par le fameux rapport Meadows, qui avait été commandé à une équipe de jeunes chercheurs par le Club de Rome, un club avec pas mal d'industriels. Et donc ce schéma qui date de 72 avait, et ça c'est un des scénarios, c'était le scénario Standard Run, en tout cas les courbes qui sont en pointillés, et les courbes qui sont en gras, c'est dommage parce que là elles s'arrêtent en 2000, mais je peux vous assurer qu'en 2015, ça poursuit absolument, le gras poursuit le pointillé, et comme vous l'imaginez là, si le gras continue à poursuivre le pointillé, ça redescend. Ça redescend entre 2020 et 2040. Et maintenant, je vais vous montrer les raisons pour lesquelles, effectivement, ça pourrait redescendre, je ne suis pas Madame Soleil, entre 2020 et 2040.
Alors, je vais tout simplement, dans un premier temps, procéder à une sorte d'état des lieux. Alors, je vais aller un peu vite, hein, et je vous l'ai dit, je vais vous matraquer de chiffres. Une sorte d'état des lieux de la planète, dans un premier temps, en focalisant la question des ressources, et puis dans un deuxième temps, d'une manière un peu plus systémique, en vous parlant quand même essentiellement de climat, mais en vous montrant que le climat tout seul, ça n'a pas de sens. Et ce que vous aurez vu avant vous permettra de comprendre aussi les latitudes que l'on va avoir, pour partie, vis-à-vis du climat. Donc on va commencer par les ressources fossiles. Ensuite, on parlera très rapidement des minéraux, des métaux, de l'eau. Et puis on finira sur la biomasse très rapidement. J'irai très vite pour quand même plutôt insister sur les aspects climatiques et vivants. Et puis ensuite ouvrir cette perspective plus philosophique que je tiens à faire au début. Là, c'est très simple. Si vous voulez regarder sur les fossiles, c'est une courbe qui vient d'Exxon. Et en fait, comme vous pouvez le voir, les traits pleins retracent l'évolution des découvertes en matière de pétrole en vert et de gaz en rouge. Et puis la courbe bleue et la courbe jaune, elles, retracent l'augmentation de la consommation. Donc ce n'est pas difficile à comprendre. Vous avez à partir de 64 pour le pétrole, une redescente de nos découvertes. Et quand on vous annonce on a découvert un gisement d'1 milliard de barils, ça a l'air très grand. 1 milliard de barils, c'est la consommation mondiale de 10 jours. Effectivement, c'est ce genre de découvertes qu'on fait aujourd'hui. Elles sont ridicules. Et donc, elles ne peuvent pas contredire l'élan général de ces courbes et puis le croisement, évidemment, entre les deux types de courbes. Alors, là, vous avez, j'y reviens, je suis allé trop vite, surtout ce que vous devez retenir de ce schéma, vous voyez le tout petit filet en dessous du gris, hein, eh bien, ce tout petit filet, ce sont les renouvelables. En termes d'énergie primaire, pour le moment, ce n'est pas grand-chose, même si dans certains cas, en tant que production d'électricité, dans certains pays, on est loin d'être dans quelque chose de marginal. Mais surtout, ce que vous devez retenir de ce schéma, c'est que jusqu'à ce jour, la seule chose qu'on a su faire, c'est empiler les différentes sources d'énergie pour en consommer toujours plus. Or ça, très probablement, ça ne devrait pas tarder à finir. C'est ce que vous avez dans cet autre schéma. Donc effectivement, là, ce que vous voyez, c'est cette sorte de plateau pour le conventionnel. Et vous voyez que le conventionnel est comblé par du non conventionnel. En gros, aujourd'hui, le conventionnel, c'est 3/4 des pétroles liquides que l'on met sur le marché. Je vous rappelle tout à l'heure, 100 millions de barils jour. Et l'autre quart, c'est déjà du non conventionnel, donc pratiquement 10 millions de barils jour, déjà d'huile de schiste. Donc, sans les non conventionnels, on ne pourrait pas satisfaire la demande mondiale. Mais comme vous le voyez sur ce schéma, au bout d'un moment, bien évidemment, compte tenu de ce que vous avez vu avant des courbes précédentes, eh bien, une autre possibilité d'extraire ces 75 millions de barils jour de pétrole conventionnel va se réduire. Ce qu'on va arriver à extraire va redescendre. Et puis évidemment, en aucun cas, le non conventionnel ne saurait pallier, puisque en plus, ce sont des gisements à beaucoup plus courte échéance, et donc une toute petite partie est exploitable. On reviendra là-dessus pour que vous compreniez en quoi une petite partie seulement est exploitable. Alors, simplement quelques chiffres, si vous voulez. Il faut que vous sachiez que depuis des décennies, en termes d'énergie primaire, on est toujours à 80% d'énergie fossile. Et le fossile, vous avez vu ce qui nous attend avec le schéma précédent. Toute la croissance d'après-guerre est une conséquence du pétrole et de cette espèce de manne extraordinaire dont on a profité pendant quelques décennies. Et évidemment, ça ne se forme pas comme ça, donc à l'échelle d'une civilisation, c'est une manne finie. Et on va bientôt éprouver précisément cette finitude. Alors si vous regardez en termes de transactions monétaires, le poids des énergies, c'est 4% du PIB, certes. Donc si vous raisonnez en termes monétaires, ça n'est pas très important. En revanche, si vous raisonnez en termes physiques, sans ces 4%, c'est la totalité du PIB qui s'effondre. Le ratio clé que vous devez avoir en tête quand vous abordez la question de l'énergie, quelle que soit d'ailleurs l'énergie, et en fait vous allez voir ce ratio, on peut même l'étendre à d'autres choses que l'énergie,
Eh bien, restons pour le moment sur l'énergie. Vous savez très bien que les êtres humains ne sont pas capables de produire de l'énergie. Et d'ailleurs, l'énergie est constante au sein de l'univers. Ce que nous savons faire, c'est la capter. Nous savons la transformer et nous savons la transporter. Eh bien, vous le savez, pour la capter, pour la transformer, pour la transporter, nous avons besoin de quoi? D'énergie. Nous avons aussi besoin de matériaux, mais pour extraire et pour transformer et transporter ces matériaux, on a besoin d'énergie. Donc en fait, le chiffre clé en matière d'énergie, eh bien, c'est la part d'énergie que j'utilise vis-à-vis de celle que je récupère. Par exemple, au plus fort de la grande saga pétrolière, lorsque j'investissais un baril, j'en récupérais 100. Aujourd'hui, quand on parle de gisement conventionnel, en moyenne, lorsque j'investis un baril, j'en récupère 20. 5 fois moins. Donc l'énergie qui rentre dans le système économique a une qualité 5 fois moindre à celle qui rentrait années 50, années 60. Ça, c'est la donne que vous devez avoir en tête. Et alors en plus, évidemment, si j'ajoute à l'énergie directe utilisée pour extraire du sol, l'énergie que j'utilise pour transformer, l'énergie incluse sous forme d'énergie grise dans toutes les infrastructures, et là je parle de ROI, de taux de retour sur investissement étendu, donc ça diminue encore plus. Effectivement, dans certains gisements, vous avez les chiffres en bas, parfois c'est nul. Alors, de ces quelques petites considérations, là c'est simplement pour vous montrer comment, de façon générale, effectivement, les différentes sources semblent obéir à la loi, à la vieille loi des rendements décroissants, mais en tout cas pour l'énergie, effectivement, ça marche bien. Je vais laisser passer tout ça. Et je vais en arriver... Alors ça, c'est très important, mais c'est déjà la question du climat. C'est la fameuse équation de Kaya. Il faudrait en fait maintenant, d'ailleurs, diviser non plus par 2, mais par 3, au moins, si ce n'est par 4, nos émissions. Mais nos émissions, c'est le produit de la teneur en CO2 par tonne d'équivalent pétrole, l'intensité énergétique par point de PIB, le ratio PIB-population multiplié par la population. Donc vous imaginez que la donne n'est franchement pas simple et qu'on n'y parvient pas qu'avec des techniques. Et si vous regardez ce qu'on a réussi à faire en termes de techniques, soit en termes de ratio énergie point de PIB ou en termes de ratio carbone par unité d'énergie, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Donc effectivement, vous vous en doutez bien, le défi est tout à fait gigantesque. Alors, juste avant, je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous le dire, je ne l'ai plus là, mais je vais vous le dire de mémoire, peu importe. En fait, si vous regardez bien ça, et si je reviens au schéma de tout à l'heure où les courbes s'inversaient, on aurait, à partir de ce que je viens de vous dire, 2 manières d'éclairer un effondrement possible des courbes. La première manière, elle est liée à ce qu'on appelle le pic pétrolier. On s'est beaucoup gaussé du pic pétrolier parce qu'on l'attendait au début des années 2000 et puis on ne l'a toujours pas vu. Ben si, vous l'avez vu tout à l'heure, le pic. Vous l'avez très nettement vu pour le pétrole conventionnel. Simplement, on a pallié le défaut de production de pétrole conventionnel par du pétrole non conventionnel, dont les gisements sont à beaucoup plus courte durée, dont les ROI est beaucoup plus faible, mais à un moment donné, lorsque le conventionnel va redescendre, comme vous l'avez vu dans la courbe de tout à l'heure, le non conventionnel ne pourra pas pallier ce défaut, et on va se retrouver avec un manque d'énergie. Alors vous allez me dire, tant mieux, puisque de toute façon, avec le changement climatique, on doit consommer moins d'énergie, certes, mais là, on pourra avoir un taux de déplétion de 6 à 8% par an, alors que même dans les scénarios les plus élevés du GIEC, ce qu'on nous demande, ce qui est déjà gigantesque, ça serait de baisser nos consommations de 5% par an. Donc l'un n'efface pas l'autre. Donne fossile et climat se tiennent, bien évidemment. C'est 2 aspects d'un problème à peu de choses près commun, mais ce n'est pas non plus le même problème, et la solution de l'un ne vient pas simplement du défaut de l'autre. C'est un petit peu plus compliqué. Alors voilà pour, si vous voulez, l'énergie. On va aller très vite. Ensuite, maintenant, je prends comme exemple le sable. Sachez que, alors pas totalement dans le monde entier, mais dans beaucoup de régions du monde, on a exploité le sable des rivières. On est pratiquement au bout de l'exploitation possible. On commence à exploiter le sable des côtes.
Et par exemple, vous avez des petits-enfants au Maroc qui, la nuit, vont voler des seaux de sable pour les vendre la journée aux entreprises. Alors, il y a des régions du monde où on ne connaît pas le problème. Au Canada, ils n'ont aucun problème de sable. Mais vous imaginez bien, un tel continent avec si peu de population, ce n'est pas très difficile. Mais cela dit, le sable commence déjà à manquer maintenant. Alors vous allez me dire, mais cet intervenant se moque de nous avec les déserts. Il y a des milliards de mètres cubes de sable. Oui, mais c'est un sable qui ne présente pas les mêmes qualités. Il ne présente pas le même côté abrasif. Il ne peut pas donner lieu aux usages que vous avez sous les yeux. En fait, il y a 200 usages, grosso modo, industriels du sable. Et il n'y a pas de substitut pour tous ces usages. Alors voilà simplement pour le sable. On va aller très vite. En fait, on a un problème à peu près équivalent pour les métaux. Je vais... Si vous voulez, de façon très simple, vous l'avez compris tout à l'heure avec mon histoire des ROI, et ça marche aussi bien sûr pour le métal. Le problème, c'est que si vous n'aviez que le second principe de la thermodynamique, ben vous auriez des métaux très diffus dans toute la croûte terrestre. Et en fait, ça serait inexploitable. On pourrait produire les 16 millions de tonnes de cuivre qu'on produit par an en l'exploitant avec son taux de dispersion standard, mais pour ce faire, il nous faudrait utiliser toute l'énergie primaire que l'on dégage par an pour produire ces 16 millions de tonnes de sable. Donc vous voyez bien que ça n'est pas possible. Donc le problème des métaux, ce n'est pas l'abondance de la ressource, c'est le côté beaucoup plus étroit de la part de la ressource qu'on peut exploiter, qu'on appelle la réserve, et cette réserve, elle est liée à nos technologies, mais à un facteur énergétique. Et souvent, les technologies ne veulent pas dire qu'on va utiliser moins d'énergie. Parfois, c'est précisément le contraire. Pensez aux ressources halieutiques, on est exactement, par exemple, dans ce cas de figure. Donc effectivement, là aussi, pour les métaux, et vous le savez notamment pour tous ces métaux semi-précieux avec des propriétés électromagnétiques très particulières qui sont beaucoup utilisées pour toutes les techniques numériques, les techniques qui nous permettent de consommer moins d'énergie, eh bien en fait, d'une certaine manière, on la consomme plus à l'amont pour dégager. Et donc la limite de notre capacité à extraire des métaux, c'est aussi une limite énergétique et par ailleurs, évidemment, une limite de dégâts environnementaux. Alors, on va passer tout ça. Là, c'est pour vous montrer, pour attirer votre attention. Faites attention, quand on vous donne en général des évaluations, on vous donne des évaluations en prenant la consommation d'une année de référence, ce qui est absurde. Parce que depuis des décennies, l'augmentation annuelle de la consommation de métaux, c'est 3,8%. Donc, ça fait plus que doubler en moins de 20 ans. Donc effectivement, si je donne une année de référence, et non pas comme vous voyez sur le schéma, là dans le mauve, vous avez une année de référence, dans la couleur violette plus foncée, là c'est quand on prend un segment de 10 ans, et là effectivement ça fait fondre la donne. Alors, ok, il y a d'autres limites, on va le voir tout de suite. Bien, en fait, si vous voulez, là c'est déjà même un vieux schéma qui date des années 2000. Aujourd'hui, vous verriez en couleur à peu près tous les éléments du tableau de Mendeleïev, c'est-à-dire qu'on exploite tous les métaux. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de mal à substituer l'un à l'autre puisqu'on nous les exploitons tous. Et certains de ces métaux sont extrêmement coûteux en énergie. Ce sont souvent des coproduits, c'est-à-dire on ne peut pas aller les chercher pour eux-mêmes, mais ils accompagnent d'autres métaux et c'est l'exploitation de ces autres métaux qui permet de dégager ces derniers. Donc c'est assez compliqué. On a aussi un problème, c'est qu'en fait, systématiquement, vous avez... disons, l'essentiel des métaux qui vont enfin 60% des métaux qui vont se trouver chaque fois systématiquement dans 3 pays seulement. Et vu le tour que prennent les relations internationales aujourd'hui, c'est une menace énorme. Là, faites attention, ce schéma est un peu vieux. Dans ce schéma, en termes de mobilisation par kilowattheure produit des métaux, c'était le solaire et l'éolien qui étaient en avant. Aujourd'hui, on sait produire des panneaux solaires, ça c'est des panneaux à couche mince. On a des technologies aujourd'hui qui nous permettent de produire des panneaux solaires avec beaucoup moins de métaux quand même, et Dieu merci pour nous. C'est plutôt une des rares bonnes nouvelles que je vais vous donner dans cette heure. Alors profitez-en. Donc en fait, vous l'avez compris, en matière d'énergie, on est pris en tenaille entre les métaux et l'énergie. Pour produire de l'énergie non carbonée, on a besoin de plus en plus de métaux. Et pour aller chercher ces métaux et les transformer, les transporter, on a besoin de plus en plus d'énergie. Donc là, effectivement, la situation est complexe. En fait, très rapidement, là je vais aller très vite pour plus insister sur les aspects climatiques, mais si je regarde la question de l'eau au monde,
eh bien, je suis à peu près dans une situation équivalente. C'est-à-dire que les zones au monde qui sont déjà aujourd'hui sous un stress hydrique ne sont pas négligeables, et celles qui vont l'être, ne serait-ce que pour des raisons de changement climatique dans les 2 ou 3 décennies qui viennent, on va le voir, sont beaucoup plus nombreuses. Alors on est encore loin de la quantité totale disponible d'eau douce pour l'ensemble du vivant, c'est 4500 km3, mais on utilise déjà 2000 de ces kilomètres cubes. Et donc, en fait, avec à la fois la progression de la population et le changement climatique, n'oubliez pas que la photosynthèse, eh bien, par molécule de carbone, eh bien, c'est 2 molécules d'eau. Donc, plus vous avez plus l'enrichissement de l'atmosphère en CO2 est important, et plus les végétaux consomment de l'eau. Et donc, on pourrait arriver à la limite, vous verrez tout à l'heure, je vous parlerai des limites planétaires, on pourrait arriver à la limite dès le mi-temps de ce siècle en matière d'utilisation par les êtres humains et par le vivant en général d'eau. Vous avez par exemple des choses qui sont un peu inquiétantes. Vous avez un aquifère fossile, l'Ogallala, qui est sous les 6 grands États producteurs de céréales aux États-Unis, qui sera sans doute pratiquement épuisé dans une dizaine d'années, voire moins, d'où toutes les tractations pour amener de l'eau dans ces régions depuis le Canada, etc., etc. Donc sur la situation de l'eau, on est comme au prorata du reste. Là, vous aviez un schéma qui est un peu vieux, ça sera sans doute plus accentué que ça. On le verra tout à l'heure avec le schéma sur les récoltes. OK, alors là, je vais aller très vite pour les poissons. Je vais simplement vous montrer 2 images. Et disons que si vous n'aviez à retenir de cet exposé que ces 2 images, c'est celles-ci que vous devriez retenir, parce qu'elles illustrent de façon générale le degré de pression que nous exerçons sur les écosystèmes. Là, vous voyez, sous cette... Et encore, ça date, celle-ci, de 2000. Eh bien, ça serait... Et là, vous avez... Pour le suivant que je parle de ça. Là, vous aviez les ressources halieutiques dans l'Atlantique Nord, les ressources halieutiques en 1900. Comme vous le voyez, les plateaux continentaux étaient très, très riches en termes de poissons. Maintenant, regardez bien, vous n'allez pas avoir à faire un effort de mémoire énorme, parce que le contraste avec l'année 2000. C'est à peu près ça. Ce qu'on a fait de la planète Terre, c'est à peu près ça. Alors, si vous pensez qu'on va pouvoir continuer indéfiniment, en étant plus nombreux et en consommant plus, nous sommes encore proches de Noël, c'est que vous croyez au Père Noël. Ça n'a aucun sens. C'est une absurdité. Mais que peu de gens, évidemment, et on peut le comprendre, que peu de gens veulent entendre. Alors, très vite, vous savez que là, on a une solution possible, effectivement, c'est de consommer moins de viande. Je ne dis pas de consommer plus du tout de viande, je dis consommer moins de viande. Vous le savez, en gros, si on prend la viande rouge, il faut 10 kilos de céréales pour produire 1 kilo de viande rouge. Donc effectivement, vous nourrissez beaucoup plus de personnes avec 10 kilos de céréales qu'avec un seul kilo de viande rouge. Et puis ce kilo de viande rouge, alors en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il pèse très lourd. La viande rouge, c'est presque 20% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est énorme. Là, il n'y a pas tellement de doute à avoir sur le fait qu'il faut manger moins de viande. C'est un des paramètres sur lesquels on peut jouer. Très vite, si je regarde, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le climat, pour le moment, on en voit la chaleur, on voit les cyclones avec les rafales violentes, on voit les inondations, on voit les incendies, je vais y revenir, mais on ne voit pas suffisamment une des menaces essentielles, c'est la baisse de nos capacités de production alimentaire. La conséquence la plus forte du climat, c'est celle-là. Et là, les gens n'ont pas encore fait, d'ailleurs, ils n'ont rien compris à ce qu'est le changement climatique en général, mais ils n'ont pas fait le rapport. Alors, on va simplement énumérer les problèmes. On a un problème d'artificialisation des sols. La part des terres émergées artificialisées, maintenant, c'est pratiquement la moitié. Ensuite, on a un problème de manque d'eau. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ce manque d'eau, il est absolument accentué par le changement climatique, parce qu'un des effets du changement climatique, c'est de changer assez violemment le régime des précipitations, et notamment la distribution dans l'année, et géographiquement aussi, de l'eau. Et ça, bien sûr, pour les cultures, c'est extrêmement handicapant. On a un problème de destruction, de fragilisation des sols. Alors, on a 1,5 milliard d'hectares de terres cultivées, on a quand même une certaine réserve.
On va en perdre avec le changement climatique, mais on en récupérera un petit peu plus au nord, mais pas au même rythme. On a, alors là, si je prends un schéma général, voilà par exemple les réductions de production de ressources alimentaires, là pas simplement pour les céréales, parce que ça serait pire, de manière générale pour les ressources alimentaires. Quand vous allez vous pouvez aller jusqu'à vers moins 50%. Il y a des endroits au contraire où on pourra produire plus, mais le moins l'emporte largement sur le plus. Et c'est une estimation. Alors c'est très très compliqué parce que jusqu'alors, ce vert n'est pas évident du tout parce que jusqu'à une époque très très récente, on a beaucoup tablé sur le fait qu'en enrichissant l'atmosphère en CO2, on aurait une productivité végétale plus importante. Non, c'est probablement contrebalancé par beaucoup d'autres facteurs. Donc je dirais même que les aspects optimistes ici sont à mesurer. Alors, on a effectivement ce problème de ressources alimentaires. Alors, évidemment, pour bien vous faire comprendre l'enjeu, je vais vous donner un seul chiffre que vous avez ici. On va prendre la photosynthèse. Sachez que lorsque la température avoisine les 5 degrés, quel que soit le type de plante, la photosynthèse s'arrête. Mais attention, quand on commence à excéder les 30 degrés, et notamment pour les céréales, la photosynthèse se ralentit. Elle se ralentit plus pour les céréales que pour d'autres plantes. Ensuite, quel que soit le type de plante, la photosynthèse cesse entre 40 et 45 degrés. Imaginons, et c'est le trend vers lequel on va, alors j'espère qu'on n'arrivera pas là, je l'espère fermement, mais si on arrivait jusque-là, si on arrivait par exemple jusqu'à une moyenne planétaire de 3,7, et je vous rappelle qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on vous dit, on n'est pas à 1,1. 1,1, c'est le chiffre, effectivement, qu'on constate aujourd'hui. C'est encore ressorti l'Office de la météorologie mondiale. Mais en fait, vous devez rajouter à ces 1,1 5 dixièmes qui sont dus aux aérosols. Alors, non pas les aérosols qu'envoient les volcans, c'est peanuts aujourd'hui, mais ça change toute la donne parce que les aérosols qu'envoient les volcans, notamment les aérosols soufrés, ils vont des effets qui vont durer 1 an ou parfois un peu plus d'1 an. En revanche, nos aérosols à nous, ils restent très peu de temps dans l'atmosphère. Ça veut dire que si on a toujours un taux très important d'aérosols, ça veut dire qu'on continue évidemment à polluer et à en envoyer. Mais vous avez aussi bien en Chine qu'en Inde, les autorités publiques ont décidé de réduire parce que l'impact de ces aérosols sur la santé n'est pas négligeable. Mais ces aérosols, c'est 5 dixièmes, 1,5 degré. Donc imaginez que par enchantement, nous sachions réduire en quelques jours nos émissions polluantes d'aérosols, la température au monde, en quelques jours, prendrait 1,5 degré en moyenne. Catastrophe gigantesque. Donc n'oubliez pas cet aspect-là. Et donc, effectivement, on peut craindre aussi ce qu'on appelle un basculement des écosystèmes. Alors, je vais revenir avec l'histoire de la planète chaude. Donc voilà, vous avez compris, la production alimentaire est un aspect très, très délicat. Et si vous regardez les différentes canicules que nous avons connues, alors 2003, 2007, 2010 et 2018, et là, exceptionnel, j'y reviendrai tout à l'heure, pour les céréales, les baisses de rendement oscillent entre 20 et 40%. Vous m'avez bien entendu, 20 et 40%. Pas difficile à comprendre. En général, d'ailleurs, ces vagues de chaleur sont liées à des vagues de sécheresse et les deux cumulés ont des effets, c'est le cas de le dire, ravageurs sur les cultures. Alors, on a d'autres menaces, l'appauvrissement génétique des populations, la salinisation, dégradation des sols, la disponibilité en eau douce, le fait que nos réserves de phosphate, on arrive avec l'histoire du héroïne dont j'ai parlé tout à l'heure, très proche de la fin. On doit, pour les engrais azotés, utiliser des énergies fossiles. On a un problème de déforestation, etc. Alors, avec Bolsonaro, ça ne va pas s'arranger. De retrait du trait de côte, ça commence vraiment à venir. C'est-à-dire, c'est la montée du niveau des mers. C'est une des conséquences du changement climatique. Donc, si vous voulez, le poids sur nos écosystèmes est quand même vraiment extrêmement important et sur nos capacités de production alimentaire. Donc là, je vais vite accélérer. Donc, très rapidement, je vais prendre le schéma, je vais tout de suite aller prendre le schéma nouveau parce que le temps passe. Bon, là, on va aborder la question des limites planétaires. On a abordé la question des ressources jusqu'alors. Maintenant, le deuxième grand défi,
c'est celui des limites planétaires. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, évidemment, comme en matière de vivant, et j'ai fait allusion tout à l'heure avec mes courbes initiales, eh bien, les choses ne fonctionnent qu'avec une certaine forme d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a certaines conditions qui doivent être satisfaites pour que les espèces puissent s'épanouir. Et on peut ramener ces conditions à 9, enfin, plus exactement 11, c'est-à-dire que vous avez, il y a un paramètre là sur l'intégrité de la biosphère qui se divise en deux, et puis pour nos activités agricoles et la perturbation des cycles biogéochimiques, ça se divise aussi en deux. Donc si je ramène ça, j'en ai 9, si je divise en deux, j'en ai 11. Mais on va tabler sur 9. On a 9 domaines qui conditionnent la viabilité pour les espèces actuellement vivantes du système qui est le nôtre. Okay. Et donc sur ces 9 limites, vous en avez 2. Vous voyez, là vous avez un point d'interrogation. On ne peut pas calculer le seuil de dangerosité. Et pour l'intégrité de la biosphère, tout ce qui concerne les écosystèmes, on ne peut pas faire. On ne sait pas quand un écosystème va s'effondrer. On ne peut le comprendre qu'à posteriori. Le système est beaucoup trop complexe pour qu'on puisse modéliser et anticiper. Et donc, si j'ai bien ça en tête, il y a 4 limites qu'on a franchies. Donc, en termes d'érosion de la biodiversité, donc du taux de disparition des espèces, si vous voulez, en termes de climat, en termes de flux d'azote et de phosphore, ça c'est la conséquence directe de nos activités agricoles, et en termes d'usage des sols. Pour l'usage de l'eau, je vous l'ai dit, même si c'est encore dans le vert maintenant, on sera dans le jaune au milieu du siècle. Et il y a un autre domaine où on sera aussi dans le jaune et peut-être dans le rouge même, c'est ce qui concerne l'acidification des océans. On est tout près du jaune. Ça, c'est une conséquence directe du changement de la composition chimique de l'atmosphère. Donc, on a franchi 4 des limites, on s'apprête à en franchir 2, et pour les autres, tout simplement, en tout cas pour 2,5, on ne peut pas le calculer. Et ce qu'il faut que vous compreniez bien aussi, c'est qu'en fait, eh bien, ce degré de dégradation tel que vous le voyez, il ne s'exprime jamais immédiatement. Si vous prenez par exemple le climat, eh bien, le climat d'aujourd'hui, ce sont nos émissions d'il y a 30 à 40 ans. Et puis, de manière générale, un degré de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère exige un siècle et demi pour se déployer pleinement. Maintenant, si vous regardez les incidences de ça sur le vivant, c'est encore autre chose. Lorsque vous avez une extinction, et vous savez qu'avant, celle qui est en cours maintenant, il y a eu 5 grandes extinctions dans l'histoire du vivant et de la Terre conjointe, eh bien, après chaque extinction, c'est 5 à 10 millions pour retrouver une biodiversité, évidemment qui n'est pas la même, mais analogue. Donc en fait, nos actions portent sur une échelle de temps très longue, qui excède largement le temps des civilisations. Alors maintenant, je vais en arriver au climat. Bon, on va vous donner quelques petits aspects historiques et qui vont nous permettre de bien comprendre les choses. Le début du savoir sur le changement climatique, c'est lorsque Horace Bénédicte de Saussure, habitant en Suisse, je ne peux pas ne pas citer Horace Bénédicte de Saussure, et comme vous le savez, c'est le premier avec Balma à avoir fait l'ascension du Mont Blanc, et la question de recherche de cet ami Horace Bénédicte était la suivante. Comment se fait-il que lorsque je m'approche du Soleil en montant sur les montagnes, comment se fait-il qu'il fait plus froid? Puisque je m'approche du Soleil, il devrait faire plus chaud. Eh bien là, vous avez la réponse, vous la connaissez, c'est la composition chimique de l'atmosphère qui nous donne la réponse. Si vous n'aviez pas d'atmosphère sur Terre, la température serait de moins 18 degrés. On ne serait pas là à pérorer. Donc ce sont les gaz à effet de serre qui sont extrêmement importants, qui rendent la planète viable. Ces gaz sont naturels, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on les surconcentre. Et donc, on augmente cet effet de serre qui est une espèce d'effet de loupe par rapport à l'énergie que le Soleil apporte sur Terre. L'identification de ces gaz à effet de serre, ça va de Horace Bénédicte jusqu'à Tyndall, et on va petit à petit les identifier. Et là, vers le milieu, vers 1860, on connaît très bien l'effet de serre, et on peut le prouver expérimentalement, si vous voulez. Et puis, il faut attendre la fin du 19e, début du 20e pour qu'on s'interroge sur le lien entre notre consommation fossile, qui au début du XXe siècle est peanuts, et puis l'évolution du climat. Il faut attendre les années 70-70 pour avoir les premiers modèles climatiques. Vous avez déjà 2 modèles qui fonctionnent. Il faut attendre vers presque la deuxième moitié des années 80
pour qu'à la conférence de Villars, des chercheurs français, notamment Jouzel et Lorius, eh bien, exposent leurs recherches sur les bulles d'air coincées dans les carottages glaciaires de Vostok. Et là, on a la preuve, si vous voulez, de l'évolution parallèle entre la variation de la concentration de CO2 et la moyenne. Et depuis, on a évidemment affiné nos connaissances, et c'est en 88 que l'on va créer l'IPCC. Donc, encore une fois, quand vous parlez de climat, vous avez une histoire scientifique longue. Et on est dans la physique, on est dans la physique dure. Alors, première chose que je vais aller très très vite, la première chose à laquelle je voulais vous sensibiliser, c'est la barrière des 2 degrés. Pourquoi ne devrait-on pas dépasser 2 degrés? Eh bien, il y a 2 raisons à cela. La première raison, c'est que nous sommes toujours dans le quaternaire, il y a toujours des glaces au pôle, et durant le quaternaire, nous n'avons cessé d'alterner entre des périodes interglaciaires courtes de 20 000 ans et des périodes glaciaires longues de 80 000 ans. Et durant cette période de presque 3 millions d'années, eh bien, la température n'a jamais excédé, par rapport à ce qu'on connaissait à la fin du 19e siècle, n'a jamais excédé plus 2 degrés. En d'autres termes, depuis 3 millions d'années, toutes les espèces qui vivent sur Terre sont adaptées à un tunnel de variation de la température qui n'excède pas les plus 2 degrés. Et pour que vous le compreniez bien, eh bien évidemment, quand on était dans une ère glaciaire, l'ensemble des espèces se réfugiaient entre les tropiques. D'où le fait que c'est toutes les espèces qui sont soumises à ce tunnel de variation et à ce plafond des 2 degrés. Donc, dépasser les 2 degrés, c'est dépasser les conditions d'adaptabilité des espèces vivantes à la température moyenne sur Terre. La deuxième raison, c'est que, bien, en fait, plus on augmente la concentration et plus le phénomène peut s'emballer. Vous avez ce qu'on appelle des boucles de rétraction positives. Vous allez très, très vite et très facilement comprendre. Le premier des gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Quand il fait plus chaud, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de vapeur d'eau. Et donc, si la vapeur d'eau est le premier des gaz à effet de serre, s'il y a plus de vapeur d'eau, il fait plus chaud. S'il fait plus chaud, il y a plus de vapeur d'eau. S'il y a plus de vapeur d'eau, il fait plus chaud, etc., etc. Et ça s'emballe. Vous avez la même chose avec l'albédo des glaces, etc. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et en fait, vous avez un très beau papier qui est paru cet été, dans la célèbre revue américaine, les PNAS, qui nous montre que si on excède un peu les 2 degrés, on pourrait très bien, écoutez-moi bien, sans augmenter nos émissions, passer d'une planète de 2 degrés à une planète à 3, 4, 5, 6 degrés. Alors, arrêtons-nous tout de suite, ça donnerait quoi une planète à 4 degrés? Par exemple, selon une étude de Météo France, dans l'est de la France, côté Strasbourg, etc., vous pourriez avoir des pics à 55 degrés. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur la photosynthèse. Maintenant, imaginez qu'on ait une augmentation en moyenne de la température de 3 ou de 4 degrés. Aujourd'hui, dans les zones très humides, vous avez une température de 31 à 32 degrés. Rajoutez 3 degrés ou rajoutez 4 degrés, vous dépassez les 35 degrés. 35 degrés avec un taux fort d'humidité, écoutez bien ce que je vais vous dire, ce sont les capacités thermiques du corps humain qui sont saturées. On meurt. On ne respire pas suffisamment, on meurt. Donc, franchement, le changement climatique, ce n'est pas aller plus souvent à la piscine. Ce n'est pas se réjouir parce qu'on peut dîner à Noël dehors. Là, excusez-moi, mais il faut être crétin. Ce n'est pas ça le problème. Le problème du changement climatique, c'est la dégradation de l'habitabilité pour l'ensemble des espèces qui vivent du système Terre, de la planète Terre. C'est ça que ça signifie. Ce n'est pas exactement la même chose. On est une drôle d'espèce. On désigne nos conditions de vie et ça ne nous fait pas bouger. Donc si vous pensez qu'Homo sapiens est réellement sapiens, je pense que vous êtes relativement naïf. Alors, ok, ça, on va laisser tomber. Je crois que je vous ai dit l'essentiel pour le climat. Je voudrais quand même finir sur une note un peu moins dramatique. Là, c'est simplement pour vous rappeler ce qui s'est passé de manière générale dans l'année 2018. Mais là, à droite, ce qui est intéressant, vous avez, c'était en octobre 2017, vous avez une modélisation du cyclone Ophélia. Ophélia, c'est le cyclone qui est remonté le plus au nord. Il est remonté pratiquement au milieu de la Norvège. Aucun modèle n'avait prévu ça.
C'est pourquoi vous voyez qu'à une certaine latitude, le modèle s'arrête. Aucun logiciel au monde n'était disponible pour modéliser ce cyclone. Et vous avez eu aussi cet été un cyclone en Grèce qui n'arrive pas. Il n'y a pas de cyclone en Méditerranée. Et 2018, c'est vraiment une année très, très, très particulière. Quand vous aviez des canicules, 2003, 2007, 2010, etc., dans différentes régions du monde, vous en avez en ce moment une très sévère en Australie, eh bien, elles sont en général circonscrites géographiquement parlant. 2003, c'est l'ouest de l'Europe, 2007, c'est une partie de l'Australie, 2010, c'est une partie de la Russie. Or, en 2018, vous avez eu des vagues de chaleur du nord de l'hémisphère nord au sud de l'hémisphère nord. Et beaucoup de sécheresse dans le même hémisphère. Ça n'est jamais arrivé. En 2003, si vous vous souvenez, et je l'ai vérifié, on nous indiquait, par exemple pour la France, des températures, ce n'était jamais des températures records. Toutes les températures élevées qui ont été relevées en 2003, aucune de ces températures ne disposait pas d'un précédent historique. Si vous regardez les températures, les pics de température de l'hémisphère nord de 2018, vous n'avez plus de référentiel historique. Vous savez, l'élévation de la température, c'est comme une crosse de hockey. Là, on est maintenant dans la partie supérieure du coude. Ça commence à monter. Et si, ce qui est à craindre, d'après certaines études très récentes, si 2019 est une année El Niño, elle sera notablement plus chaude que 2018. Incendie de forêt en Suède. Incendie de forêt, c'est la 5e année. À Noël, en Californie, avec une concentration de chaleur qu'on n'avait jamais vue. Vous avez vu les dégâts de l'incendie de cet hiver. Alors, vous avez beau avoir un iPhone, ça ne s'éteint pas, un incendie de forêt, avec une application. Dites ça aux transhumanistes. Ce n'est pas avec le numérique que vous pouvez éteindre un incendie de forêt. C'est complètement ridicule. Des inondations terribles, des cyclones. Et de manière générale, je vous donnerai ce chiffre. Là, je vais sortir de 2018, mais si vous prenez les catastrophes naturelles aux États-Unis, c'était en gros pour les assurances, couvertes par les assurances, 3 milliards dans les années 80 du siècle dernier. On passe à 20 milliards dans la première décennie de ce siècle, à 40 milliards dans la première moitié de la seconde décennie. Et 2017, avec Harvey, les inondations les plus gigantesques au monde jamais connues. Alors là, on a connu quelque chose de proche, mais au Japon, cet été, au mois de juillet, à soi seul, c'était déjà 180 milliards de dollars. D'où le fait que, je ne sais plus si c'est Munich Re ou Suisse Re, qui pour la première fois a dû se recapitaliser. Donc ça s'accélère. Ça, c'est très important. Alors, je vais très vite au vivant. Si vous voulez, regardez, mais je vais vous dire qu'une chose, parce que je voudrais pour sur autre chose. Si vous voulez, la biodiversité, c'est plus encore important que le climat. Le climat, ça n'est jamais que les conditions optimales d'existence d'un certain type d'espèces. Si, comme nous le propose le rapport 3 du GIEC, si pour réduire la difficulté climatique, on détruit plus encore la biodiversité, c'est ce qui se ferait avec les émissions négatives et la production d'électricité en masse par de la biomasse, très dangereux pour la biodiversité. C'est absurde comme attitude. Et en fait, la biodiversité est sans doute encore en bien, vous l'avez vu d'ailleurs dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, en bien plus mauvais état que le climat. Si vous voulez, le vivant aujourd'hui sur Terre, alors je vais prendre une image un peu idiote, mais vous allez me comprendre, c'est un peu comme une voiture, âgée, vous en doutez, qui perd des boulons et qui perd des tôles depuis des décennies. La voiture vivant roule encore. Mais effectivement, vu le nombre de boulons et de tôles qu'elle perd, elle va finir par stopper de rouler. Et là, c'est ce qu'on appellerait un basculement des écosystèmes. Alors le problème, c'est que ça ne se modélise pas. Donc c'est plus difficile d'en parler. Alors, on laisse tomber tout ça, c'est de la jolie littérature scientifique absolument effrayante, mais je vais terminer sur quand même une note plus positive. Si vous voulez, pourquoi sommes-nous dans cette espèce de mouise relativement méchante? Eh bien, c'est le fruit de notre civilisation. Pourquoi? Parce que nous sommes mis en tête avec l'avènement de la physique moderne, et tout ça au début, à la fin du XVIe et surtout au début du XVIIe, nous sommes mis en tête que la nature n'était, alors à l'époque le système solaire, n'était qu'un agrégat de particules extérieures les unes aux autres, reliées entre elles, pensait-on, au moins par une loi simple, la loi du mouvement de Galilée, puis ensuite la gravitation universelle.
Après, il y a la loi de Fourier, et puis ensuite, les choses sont compliquées. Mais bon, voilà, un agrégat de particules matérielles. Et évidemment, dans cet agrégat de particules matérielles, que sont les animaux? Des machines. Tout le monde a lu Descartes. J'espère qu'on ne rentre pas à l'essai si on ne connaît pas Descartes. Eh bien, ça, c'est notre modernité. Et notre modernité, de ce fait, elle nous a mis en tête que nous étions extérieurs à la nature. Si la nature n'est qu'un agrégat de particules mécaniques, matérielles en d'autres termes, extérieures les unes aux autres, ça signifie donc que nous autres êtres humains n'avons rien à voir avec la nature. Et c'est là que vous voyez la puissance du paradigme moderne, parce que ça recouvrait un des enseignements possibles de la Genèse. Genèse 1, 26, 28. Ce verset selon lesquels nous aurions été créés à l'image de Dieu, j'espère que vous n'en doutez pas, et de ce fait conduits à devoir dominer le reste du vivant et en être craint. Alors ça, on a vraiment fait fort. Si vous regardez par exemple aujourd'hui la biomasse des vertébrés sauvages, c'est 3% par rapport aux animaux domestiques. Pour avoir dominé, on a vraiment dominé. Et vous avez vu mes cartes de ressources héliotiques, ça vous montre ce qu'on a fait. On a simplement appliqué, déroulé le modèle de notre civilisation. Et dans ce modèle de civilisation, l'idée était que le progrès, c'est nécessairement un arrachement progressif, continu, indéfini à la nature. Et je viens de vous montrer l'effet de cet arrachement progressif jusqu'alors à la nature. Il est catastrophique. Et il pourrait nous faire disparaître, ou en tout cas nous condamner à vivre d'une façon quand même relativement modeste et résiduelle en termes d'effectifs démographiques. Alors, eh bien vous le savez, il y a 3 révolutions successives. La première remonte au milieu du XIXe siècle qui ont mis à bas ce paradigme. La première, c'est Darwin. Darwin replace l'espèce humaine dans la nature et en fait une espèce comme les autres, participant de la saga de l'évolution des espèces. Deuxième révolution, un siècle plus tard, disons la seconde moitié du XXe siècle, mais cette révolution se poursuit encore, c'est tous les travaux, et je vais très vite là, tous les travaux sur l'éthologie, qui nous ont montré que, en fait, la différence entre les animaux humains et les autres animaux n'est pas une différence de nature, mais une différence de degré. Et enfin, troisièmement, et ça, cette révolution, elle est en cours depuis 10-15 ans, c'est la révolution de la biologie végétale. Alors non seulement les plantes assurent la photosynthèse, donc la production primaire, sans laquelle il n'y aurait aucune vie animale ni humaine, évidemment, sur Terre, mais en fait, les plantes exercent toutes les grandes fonctions du vivant. Stratégie d'adaptation, leurre des proies ou des prédateurs, forme de mémoire, etc. C'est évidemment des capteurs de toutes sortes, etc. En fait, toutes les fonctions de la vie sont uniques. De la plante à l'animal humain. En d'autres termes, nous faisons partie intégrante du vivant. Là, nous sommes sur une révolution scientifique via la biologie, non plus la physique, qui nous fait voir la nature d'une façon totalement différente et surtout qui nous ramène. Nous sommes pleinement vivants. Et cette révolution, elle n'est pas que scientifique. Elle commence à avoir de nombreux débouchés sociétaux. Très rapidement, puisque j'arrive à la fin, et si je veux quand même résoudre quelques questions possibles, vous avez les droits de la nature, je vais très vite. Vous avez alors c'est Kropotkin qui l'avait fait, mais il y a 3 auteurs, Pablo Servigne, Gauthier Chapelle et Michael Sien, qui ont refait l'exercice, qui ont bien rappelé que non, l'entraide est un processus plus profond et plus large. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prédation dans la nature, elle est structurelle et structurante, mais c'est qu'un aspect. Et les prédateurs recourent rarement à la prédation, contrairement à ce qu'on croit. C'est très coûteux. Ils sont très économes de leur énergie. On a effectivement, alors là c'est des différentes études du Lancet qui nous montrent, si vous prenez une cohorte d'individus qui vit dans un espace minéral et d'autres un espace où le vivant est très présent, les statistiques de maladie ne sont pas les mêmes, le degré de bien-être n'est pas le même, même les statistiques de délinquance peuvent varier. Les Japonais, depuis des lustres, pratiquent la sylvothérapie, c'est-à-dire on se soigne avec le contact aux arbres dans les forêts. Une sensibilité à la cause animale qui croît aujourd'hui. Et puis, alors, on peut repenser aussi l'économie. Je peux vous renvoyer au livre d'Isabelle Delannoy, qui est très, très joli là-dessus. L'écopsychologie, une sorte de biomimétisme élargi qui recouvre tout ça. Et même la spiritualité elle-même renoue avec la nature. Alors, ça va de l'encyclique Laudato Si jusqu'au chamanisme aujourd'hui, qui se porte très bien désormais.
évidemment, tout ça, ça s'oppose, si vous voulez, aux espèces de survague numérique que nous connaissons. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Dominique Bourg. J'appelle les étudiants qui ont préparé les questions à venir sur cette... Bonjour monsieur, donc Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention importante et très intéressante. Donc j'ai deux petites questions à vous poser. Tout d'abord, comment votre approche de philosophe et donc vos compétences philosophiques vous aident à traiter les questions environnementales? Et ma seconde question, c'est du coup vous avez semblé plutôt défaitiste, enfin pour moi, quant à notre capacité à changer les choses pour l'environnement. Et du coup, que pensez-vous de la question plutôt controversée de la géo-ingénierie? D'accord. Alors, je vais déjà répondre à votre première question. Vous l'avez vu, les questions environnementales ont une composante physique, biologique, écologique. On ne peut pas en parler sérieusement si on ne connaît pas ces composantes. Ça, c'est une chose extrêmement importante, sinon on lit des bêtises. Donc, parler de ces questions, ça suppose une acculturation scientifique dans ces domaines. Ça, c'est la première chose. Mais en revanche, vous l'avez vu, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer à la fin, si vous en restez là, vous n'allez pas comprendre grand-chose non plus. C'est-à-dire que pourquoi nous avons agi ainsi, pourquoi avons-nous dégagé ces connaissances, comment pourrait-on envisager les choses autrement? Pas là, non. Ce sont des êtres humains qui ont produit ces connaissances, qui ont fait évoluer ainsi cette civilisation. C'est avant tout un phénomène de civilisation. Vous avez un très joli texte d'un historien des sciences et des techniques médiévales, un médiéviste qui s'appelait Lynn White, qui a sorti en 1967 un article très célèbre sur les racines historiques de ce qu'on appelait à l'époque la crise écologique. Et ben voilà, c'est une certaine forme de spiritualité qui a conduit à ces difficultés. Et donc c'est aussi une certaine forme de spiritualité qui va sans doute nous permettre d'en sortir. Alors, ça m'amène justement à répondre à votre question sur la géo-ingénierie. Je dois vous dire que je vois ça d'un œil assez sceptique. Déjà, en général, ce n'est pas dimensionné et ça ne couvre qu'un aspect. Par exemple, quand on va faire du management solaire, on va laisser filer les émissions et on va encore suracidifier les océans. Et comme vous le savez, tous les effondrements, les extinctions majeures sur Terre ont toutes commencé par une régression marine. Ensuite, très souvent, on est plutôt un peu dans du shadok, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'est jamais proportionné. Si vous voulez pomper, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui est franchement de mieux pour le moment, c'est quand même les végétaux. Si vous le faites de manière artificielle, ça va vous coûter en énergie, ça va vous coûter en matériaux, et on a vu où on en est de ce côté-là, pour une efficacité nulle. Aujourd'hui, vous avez entre 405 et 410 molécules de CO2 dans 1 million de molécules d'air. Donc vous imaginez comment vous devez filtrer pour absorber. En revanche, filtrer à la source, là par exemple, si vous êtes sur une centrale thermique, ce qui sort d'une cheminée, c'est 15% de CO2. Là oui, il n'y a pas de problème, on sait faire. Ça coûte très cher, mais on sait faire. Bonjour Monsieur Bourg, merci pour votre intervention, pour le moins bouleversante et effrayante, pour reprendre vos mots. J'avais une question concernant le développement durable. Je me demandais du coup, après votre intervention, si ce terme n'était pas obsolète et si développement ne rimait pas avec durabilité. Eh bien, écoutez, ce qu'est le développement durable, vous allez voir, vous l'avez tout au début de mon exposé. Vous allez voir ce que c'est que le développement durable. J'arrive bientôt, je vous demande juste... Alors, j'en profite pour revenir sur la question d'avant. En fait, si vous voulez, là aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a affaire à un système. Et dans un système, on n'a pas que de la causalité linéaire, on a, si vous voulez, une causalité pas simplement ascendante, mais descendante. C'est-à-dire que le système lui-même va réfréner, au contraire, intensifier la réaction de ses composantes. Ce qui fait que l'évolution d'un système n'est jamais linéaire. Donc, si vous faites de la géo-ingénierie, vous ne saurez pas à l'avance en fait, le résultat de votre action. Alors, allez-y. Mais je vous préviens tout de suite, c'est assez risqué. Donc, ma réponse sur ce qu'est le développement durable, c'est très simple. Le développement durable, c'est la pointe de toutes ces courbes. Donc, si vous voulez continuer le développement durable, allez-y. Ça monte. Le développement durable, c'était un échec.
c'est un échec radical. Si vous voulez, ça reposait sur l'idée d'un découplage entre la croissance du PIB et les flux d'énergie et de matières sous-jacents. En ce qui concerne les matières, depuis les années 2000, leur consommation croît plus vite que le PIB. Et pour l'énergie, vous l'avez encore vu cette année, on a beaucoup de mal à découpler puisque nos émissions de gaz à effet de serre ont cru de plus de 2%, et ça fait depuis le début des années 2000 qu'elles croissent à peu près de 2% par an. Seul moment, c'est 2008, et vous savez pourquoi, où ça redescend, mais en 2010, on a repris tout le manque à gagner de 2008-2009. Alors, ce qui est intéressant dans le développement durable, c'est le principe de précaution, c'est toutes ces choses-là. Mais si vous voulez, le mantra, c'est-à-dire le découplage, laissez tomber, ça n'a pas de sens. Je vous remercie aussi pour cette intervention, donc, qui en effet est un peu dramatique pour nous. On voit que... Attendez, il n'y a pas que du drame. Hein. Je vous ai dit, on a une fenêtre d'action, là, 10 ans. Le problème, ce n'est pas de dire qu'il y a du drame, c'est de dire, ici, on va avoir dans la société des positions intéressantes. Qu'est-ce que j'en fais dans les 10 ans qui viennent? C'est ça la question que je vous pose. Ce n'est pas de repartir en disant tout est foutu. Non, absolument pas. On a la possibilité d'éviter une planète étuve. Mais on a 10 ans pour le faire. C'est ça le message que vous devez retenir. Et ce n'est pas le côté dramatique. Bah oui, il est là. Je suis désolé, je n'allais pas vous raconter des boniments. Ah, mais tout à fait. Mais Stephen Hawking nous a laissé un message avant de partir, c'est qu'on avait 100 ans pour quitter la Terre ou abandonner l'humanité. Est-ce que finalement, c'est une des seules solutions à long terme, ou est-ce que vous avez des solutions vraiment concrètes qu'on pourrait... Est-ce que tous les mouvements d'écologie positive qui nous disent que des petits gestes au quotidien, individuels, servent à quelque chose, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose, nous, en tant qu'étudiants de l'ESSEC Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut inventer. Il ne faut pas hésiter. Quand on est dans une crise comme ça, si on va reprendre toutes les solutions du passé, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Et d'ailleurs, revenir au passé, vous allez faire quoi? Vous allez aller chercher des baleines pour mettre de l'huile dans vos lampes? Il n'y a plus de baleines. Donc revenir au passé, c'est idiot. La productivité, le rendement de blé à l'hectare en 1880 en France, c'était 13 quintaux à l'hectare. On crève tous de faim, je vous dis tout de suite. Le retour au passé est une ânerie. Mais ce qu'on voit, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. Vous prenez l'agroécologie. L'agroécologie, c'est un mélange de sciences, des écosystèmes. C'est très savant, c'est très complexe. Il n'y a rien de plus complexe qu'un écosystème. Et puis l'inspiration des sagesses anciennes. Ah tiens, c'est pas mal ça. J'ai une inspiration que je peux aller chercher dans le passé avec des connaissances très récentes. Et je peux mailler les deux. C'est plutôt dans des maillages comme ça qu'on va s'en sortir. Alors les petits gestes, il faut continuer, mais le problème des petits gestes, c'est qu'il faut qu'on soit vraiment nombreux à les faire. Et pour qu'on soit nombreux à faire les petits gestes, il faut des lois. Ça s'appelle la politique. Mais dans les entreprises, il y a énormément de choses à faire. Moi, j'ai des amis industriels qui sont hyper inventifs, qui connaissent ça sur le bout des doigts. Et leur entreprise se met au défi de ne plus participer à ça. Et c'est ça que vous devez regarder. C'est pas allez vous imaginer que vous allez vivre dans une hutte en feutre le reste de vos jours. Ça, je vous dissuade avec la chaleur. Et justement, donc, la solution que proposait Elon Musk, qui a été financée en partie par Tesla, donc les Gigafactories, avec des systèmes de panneaux solaires qui pourraient, certes en utilisant les terres rares et donc en consommant encore des ressources épuisables, mais est-ce que, j'ai cru comprendre que vous y croyez pas trop? Ah non, alors ça, pour ne pas y croire, j'y crois pas du tout. Pour moi, si vous voulez, ces gens sont un peu comme les empereurs romains. Ils sont déjantés. Et si vous voulez vraiment réduire vos émissions au kilomètre parcouru, c'est certainement pas une Tesla que vous devez acheter. Au mieux, si vous avez de l'électricité très peu carbonée, vous allez économiser 20% par rapport, je sais pas moi, une grosse Mercedes équivalente, avec beaucoup moins de métaux précieux. Donc en fait, non. Vous n'avez rien gagné. Si vous voulez vraiment gagner avec une voiture électrique, vous prenez une Zoé. C'est plus petit, évidemment, ça fait moins PDG, mais c'est pas mal. Ça, c'est 2 fois moins qu'une Clio. Voilà. Et puis moi, je me souviens très bien, c'est vieux, hein, ça date des années 90, la direction du développement durable d'Areva. Je ne vais pas faire de la publicité pour Areva, mais pour le coup, ils avaient été assez géniaux. La direction roulait en petit... Alors, pas madame, je ne sais plus comment elle s'appelait, Auvergeon, mais tous en dessous, ils roulaient en petite voiture. Et quand ils venaient à l'université, ils venaient avec une petite voiture. Voilà. Ça, c'est plus intéressant. Alors maintenant, quand même, je reviens à cette histoire d'Elon Musk. Si vous voulez, OK, et du début de votre intervention, on va aller vivre sur Mars. Non, mais vous rigolez. Il a fallu 1 milliard d'années pour terraformer la Terre. Franchement, je vous assure que dans 1 milliard d'années, le coupé Tesla que M. Musk a envoyé dans l'espace sera largement démodé. Donc faites autre chose. Une dernière question un peu plus philosophique. On a l'impression que finalement on ne peut pas continuer à croître éternellement et avoir un progrès éternel. Mais est-ce que finalement ce n'est pas le propre de l'humanité de chercher à toujours se surpasser et de toujours croître? Ah mais attendez, attendons-nous bien. Moi je vous ai parlé que de flux d'énergie et de flux de matière. Alors ça, oui, on n'a pas le choix. Mais si vous voulez croître en sainteté, en génie, en générosité, allez-y. Hein.
Il n'y a absolument aucun problème. Et là, vous avez des marges de croissance énormes. Moi aussi, je vous le dis tout de suite. Bonjour monsieur, je voulais vous poser une question par rapport à la fiscalité verte. On a vu les effets récents d'une tentative, les effets sociaux, pardon, d'une tentative de mise en place d'une politique de fiscalité verte. Je sais qu'une des solutions que vous avez évoquées était de faire une TVA dégressive en fonction des biens qu'on choisit de consommer. Donc vous avez donné l'exemple d'acheter un certain type de poêle au lieu d'un autre, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui serait peut-être moins... que les gens sentiraient moins dans leur manière de consommer et qui donc pourrait être plus facile à mettre en place au vu des enjeux politiques que ça a soulevé récemment? Je dois vous dire, et c'est précisément ce qu'ont vu les gens même sur les ronds-points, c'est que la fiscalité proposée par le gouvernement Philippe n'était pas une fiscalité écologique. Vous aviez 10% du fruit de la taxe, 12%, qui était alloué aux aspects environnementaux écologiques. Vous prenez la Californie, c'est 50% aux infrastructures et 50% aux plus pauvres. Imaginez que le gouvernement Macron se soit un peu renseigné, qu'il a regardé ce qu'on faisait ailleurs, la Suède c'est à peu près pareil, eh bien, il n'aurait pas fait la bêtise qu'il a faite. Et c'est pas bon de prendre le citoyen de base, alors qui parfois peut être assez excité, je vous le concède, mais il a des moments de lucidité. Et là, les gens ne se sont pas trompés. Ils ont dit, ben non, ce n'est pas une fiscalité écologique, vous nous tapez dessus, et ce n'est pas juste. Votre écologie, ça n'est qu'un prétexte. C'est vrai, je suis désolé, c'est vrai. Et c'est grave parce que du coup, ils ont plombé pour la France la fiscalité écologique, alors qu'ils l'auraient mis en place et mis en œuvre de façon intelligente, comme on l'a fait dans d'autres pays. Les résultats n'auraient pas été les mêmes. On pourrait circuler tranquille, rond-point. Bonjour monsieur, merci beaucoup. Merci pour cette conférence qui était bouleversante, comme l'a dit mon camarade. Et en fait, vous, dans vos écrits, vous avez parlé beaucoup d'écologie politique. Et aujourd'hui, en termes de philosophie politique et économique, à votre avis, est-ce qu'on peut trouver les solutions dans le cadre de notre système productiviste, capitaliste, néolibéral ? Et est-ce que la solution, ça ne serait pas d'en sortir, en fait, et de trouver une autre alternative? Alors, si vous voulez en sortir frontalement, ça s'appelle l'Albanie. Je ne suis pas très favorable. En revanche, si vous le régulez plus, et puis si au bout du compte, ben, effectivement, alors peut-être, j'ai produit avec un collègue économiste un livre où justement on se dit, ben, non, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de laisser dans la société des trajectoires différentes. Et peut-être que pour certains objets, des grands groupes, genre même Google, je veux dire une chose horrible, tous les écolos vont me vouer aux gémonies jusqu'à la fin de mes jours, ben, c'est peut-être pas complètement idiot, mais ça ne peut pas être tout. Il faut redonner sa place à l'expérimentation, il faut redonner sa place à l'économie sociale et solidaire. Il faut aider ceux des industriels qui sont les plus inventifs, souvent parfois d'ailleurs plutôt des PME. Bon, donc non, il faut pluraliser les trajectoires possibles. On a un défi gigantesque, vraiment énorme, et on doit essayer d'y répondre de façon assez rapide. Si on n'ouvre pas les possibles, si on ne permet pas des trajectoires différentes, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. Donc, dire mon programme, moi, c'est la sortie demain du capitalisme, écoutez, j'y crois pas du tout. Puis s'il faut franchement attendre d'être sorti du capitalisme pour diminuer nos problèmes environnementaux, on est déjà mort d'avance. Donc il faut réguler et varier. Bonjour, merci pour votre conférence qui fait pas mal réfléchir, je pense. Au bout de tout ce que vous avez dit, sur la question des 1,1 degré qu'on a déjà constaté, plus les 0,5 en fait, qui sont embarqués dans les aérosols, et en fait on sait que beaucoup de cette croissance est déjà embarquée par les émissions qui sont faites dans le passé. Je voudrais bien avoir une petite piqûre de rappel sur les solutions, sur quoi vous vous engagez, vous personnellement, quoi vous croyez, pour essayer de, en 10 ans, réussir à inverser la tendance. Parce que là, au bout de la conférence, je suis plutôt déprimé que plein de... Non, en fait, si vous regardez bien, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré. Par exemple, la moitié du chemin que l'on pourrait faire en termes d'énergie, réduire notre consommation d'énergie, elle est en fait assez simple, même à technique constante. Ce qui devient difficile, c'est la deuxième moitié du chemin. Donc en fait, il y a tout un tas de solutions relativement faciles à mettre en place, et on ne les met pas en place. Et si vous regardez, j'adore, puis je vais terminer parce qu'il faut vraiment que je me sauve, je vous invite à regarder l'article 3, alinéa 5 de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. On nous dit que des solutions pour le climat qui iraient à l'encontre du progrès du commerce international sont à bannir. Donc en d'autres termes, le texte qui encadre toutes les
les discussions internationales sur le climat nous dit que le commerce international, c'est plus important que le climat. Ce n'est pas étonnant que ça aille très lentement. Mais en fait, je n'ai plus le temps de développer là, mais je vous assure qu'encore une fois, il y a toute une partie du chemin qu'on peut faire, et qu'on commence parfois à faire, qui est relativement facile. Et quand on a fait cette partie du chemin, les gens vont être plus enclins à faire l'autre. Et entre-temps, comme les dégradations vont très vite, ils vont aussi envie de faire l'autre partie du chemin. Donc c'est ça que je trouve vraiment dommageable. Et effectivement, on avait proposé, du temps où nous, Nicolas Hulot était encore ministre, avec un industriel et deux autres fondations, une stratégie d'économie circulaire, discuter avec des industriels, pas faire n'importe quoi. Ben évidemment, il n'en a rien été fait. Tout simplement, ça changeait des petits réglages de Bercy. Et donc, tant qu'on en est là, c'est même pas la peine. Voilà, je suis désolé, mais je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dominique Bourg, d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup.